Bonsoir à tous, je suis Éloi Choplin de l'agence Triple C et suis très heureux de vous retrouver pour une émission spéciale. Dans 15 jours, le Parlement des entrepreneurs d'avenir, le troisième Parlement, aura lieu au Conseil économique, social et environnemental de Paris. Si vous pensez vous y rendre, on va s'y croiser. Avec grand plaisir, on va s'y croiser et vous pouvez d'ores et déjà sur le site préparer votre venue. Si malheureusement vous ne pouvez pas vous y rendre, vous pourrez suivre en direct tout ce qu'il va se passer, les interventions, les échanges, l'esprit, l'ambiance, grâce à une armée de e-reporters chargés de vous faire vivre en direct ce Parlement. Vous pouvez d'ores et déjà d'ailleurs poser vos questions aux intervenants, puisque nous prolongerons les interventions en vidéo après chaque débat en direct pendant ce Parlement. Alors, ce troisième Parlement des entrepreneurs d'avenir démarre en quelque sorte ce soir avec cette émission très spéciale, puisque nous allons parler ce soir de solutions dans l'entreprise, de l'entreprise d'avenir. Nous allons co-construire cette émission interactive sur la base de vos questions. Vous avez été nombreux déjà à poser vos questions sur le site. Continuez sur le chat, juste en dessous de la fenêtre vidéo, posez vos questions. Je les recevrai ici et je les poserai à nos invités. Laissez-moi vous les présenter, ou plutôt laissez-moi vous le présenter, puisque nous attendons deux invités, mais malheureusement, Emmanuel Jaffelin est encore dans les embouteillages. Il ne saurait tarder. Nous l'attendons. Il arrivera à tout moment. Ce sont les joies du direct, évidemment. Donc, Charles Kloboukov, bonjour. Bonjour. Vous êtes président et fondateur du groupe Léa Nature. Et vous venez de sortir un livre qui peut se lire comme un roman d'aventure. Moi, je l'ai lu comme un roman d'aventure. C'est l'aventure de Léa, c'est l'aventure de Léa Nature, qui fête ses 20 ans cette année. Mais c'est également l'aventure d'une entreprise, mais d'un entrepreneur qui a choisi de prendre des risques et de les assumer comme ça, de les assumer pendant 20 ans, de faire le choix également de placer son entreprise dans une certaine alternative au modèle de l'entreprise classique. Donc on va en parler évidemment. On va en parler et dans ce livre préfacé par Pierre Rabhi, postfacé par Isabelle Autissier, chacun pourra épuiser des conseils, de l'inspiration, de l'espoir. Bref, il y a réellement une esquisse de ce que peut être l'entreprise d'avenir dans ce livre que je vous recommande évidemment chaudement. Emmanuel Jaffelin, je le présenterai quand il arrivera plus tard. C'est un philosophe, diplomate, enseignant et on lui doit notamment l'éloge de la gentillesse, mais aussi la petite philosophie de l'entreprise. Tous les deux, Emmanuel Jaffelin et Charles Kloboukov, sont des fervents défenseurs de l'entreprise, de l'entrepreneuriat surtout. C'est Emmanuel Jaffelin qui dit « C'est l'entreprise qui doit concourir à la vie harmonieuse de la cité ». Nous allons également y revenir tout à l'heure pendant cette émission interactive. Je vous rappelle rapidement les règles du jeu, Charles. Elle est très simple. On est en direct pour une émission d'1 heure, au moins 1 heure. Les internautes sont derrière leur écran, derrière la caméra devant vous. Ils posent des questions. Elles arrivent ici. Je vous les pose. C'est un dialogue en gros. Un dialogue à au moins 3 avec la tablette et à des dizaines de milliers évidemment derrière la caméra. Certains thèmes seront peut-être abordés plusieurs fois. Ce sont les internautes qui donnent le tempo et ce sont les internautes qui nous aident du coup à revenir sur certains sujets. Très bien. Et du coup, comme je suis là, je m'octroie le privilège de la première question. La première question pour moi, c'est quoi un entrepreneur d'avenir selon vous ? Un entrepreneur d'avenir, je crois que c'est quelqu'un qui place le sens avant le résultat. On a la chance de vivre dans une démocratie avec le libre entrepreneuriat. Et effectivement, on a le choix entre le capitalisme à tout crin, avec tous ses aspects positifs, mais aussi entre guillemets, toutes les dérives qu'il peut générer si on est uniquement axé sur l'appât du gain, entre guillemets, la composante du résultat, du bénéfice de l'entreprise. Et moi, je crois que l'entrepreneur d'avenir, c'est celui qui va permettre à l'entreprise de reconquérir sa place dans la cité. On sait à quel point, historiquement, les entreprises patrimoniales, notamment le siècle dernier, quand je dis le siècle dernier, on peut parler plutôt de la fin du 19e ou du début du 20e, ces entreprises régionales qui sont encore très très ancrées dans l'économie allemande, dont on parle beaucoup en ce moment parce que ça reste un modèle de référence, avaient une vraie contribution sociétale. Alors évidemment, il ne s'agit pas de réinstaurer du féodalisme, mais simplement de dire qu'effectivement une entreprise peut avoir un rayonnement sociétal, prendre en compte la chose environnementale,
et évidemment, on le sait, valoriser à travers le travail le bien-être de leurs salariés. Voilà, donc on en parlera, on donnera quelques exemples, mais je pense que c'est ça un entrepreneur d'avenir, c'est celui qui regarde les enjeux de la société et qui inscrit son entreprise par rapport à ces enjeux. En 2013, c'est pas si facile d'être un entrepreneur d'avenir. Il est clair que chaque période de crise apporte des difficultés supplémentaires, des facteurs de compétitivité, des marges compressées, des obligations de résultats, des tensions pour l'obtention des financements, et la marge de manœuvre se réduit. Donc effectivement, il faut être prudent. Prudent ne veut pas dire ne pas être ambitieux d'ailleurs. Il faut simplement bien sélectionner ses investissements prioritaires. Et puis grader dans le temps, entre guillemets, la marche en avant de l'entreprise en acceptant qu'elle n'aille pas à la vitesse éventuellement pour laquelle on l'a programmée, notamment ou celle qu'on a connue les années précédant la crise. Donc effectivement, il faut pouvoir s'adapter. Et on voit à quel point les entreprises familiales, d'ailleurs, les PME, les entreprises de taille intermédiaire, résistent mieux à la crise. J'étais hier soir au Grand Prix de l'entreprise, désormais parrainée par l'Express, et qui mettait en avant, à travers un nouveau prix, qui était le prix de l'entreprise familiale, effectivement, ce facteur de résistance, avec plus de 60% des entreprises qui progressent de 5% ou plus pendant ces 3 dernières années. Et ça, c'est une preuve de vitalité, comme quoi elles ont su ajuster leur investissement, leur niveau de fonctionnement, leurs charges à cette situation économique particulière, et ensuite repartir de l'avant au moment où les indices de redémarrage économique clignotent. C'est effectivement, j'imagine, un changement de paradigme, mais surtout les entreprises qui résistent sont peut-être celles qui ont une vision à un peu plus que court terme. Absolument, absolument. Et effectivement, a été mis à l'honneur une entreprise qui avait 150 ans. On était à la 4e génération et on voyait à quel point les investissements ont été pensés dans la durée et pas effectivement pour avoir un retour sur investissement très rapide. Le dirigeant donnait l'exemple effectivement d'investissements qui produisaient des retours simplement 6, 7, 8 ans plus tard. Donc ça, il faut avoir un petit peu les reins solides, il faut avoir déjà effectivement généré un petit matelas confortable pour pouvoir avoir ce type de philosophie. Mais je crois qu'on peut raisonner avec des cycles de retour sur investissement un peu plus longs, peut-être pas à 7-8 ans, mais à 2-3 ans, lorsqu'on est une entreprise de taille moyenne qui est bien gérée. Et je pense que c'est vrai que cette philosophie de pouvoir travailler sur des objectifs à long terme rejoint cette notion de responsabilité sociétale. Puisque là, on n'est pas sous le diktat économique. On le considère évidemment, on le gère, mais on n'en fait pas l'objectif prioritaire et unique. Alors une première question, une question de Calemax. Calemax qui vous demande, est-ce qu'on apprend le métier de chef d'entreprise? Alors dans la question, il y a les germes de la réponse, mais... Est-ce qu'on apprend, et est-ce qu'on apprend surtout peut-être le métier de chef d'entreprise d'avenir? Alors, pour apprendre le métier d'entrepreneur, c'est vrai qu'il faut déjà avoir senti en soi un indice de confiance, une capacité à entrevoir une possibilité de différenciation, à créer de la valeur sur un marché, à apporter un élément nouveau. Donc, ça résulte souvent d'une intuition qui est assez personnelle. Mais moi, je suis assez convaincu que les entrepreneurs sont ceux qui vont être capables rapidement de créer une pensée collective, une intelligence collective autour d'une pensée individuelle. Pourquoi? Parce que nous sommes tous entrepreneurs des hommes et nous avons tous des forces et des faiblesses et nous devons être conscients dès le démarrage de nos incapacités. On n'est pas des hommes parfaits, au contraire, il faut désacraliser le statut de l'entrepreneur et considérer que ce statut est accessible à beaucoup d'entre nous. Par contre, effectivement, si je sais que je suis bon pour créer des produits, pour aller vendre, je ne suis peut-être pas bon pour gérer financièrement l'entreprise ou complètement apte techniquement ou informatiquement à gérer tous les systèmes d'information. Apprendre à bien se connaître, à savoir prendre le recul sur soi. Voilà, à avoir identifié ses forces et ses faiblesses et s'entourer en conséquence. Et à partir du moment où on a déjà cristallisé un peu ce faisceau de compétences, créé ces alliances,
on a effectivement une force collective qui se dégage. Et là, on passe de l'intuition individuelle à un projet d'entreprise. Parce que entreprise, c'est quand même a priori quelque chose qui se fait à plusieurs. C'est déjà penser une organisation collective. Donc voilà, ça c'est les premiers prémices, je pense, de la pensée de l'entrepreneur. C'est intégrer un champ de compétences plus large que ses propres compétences. J'ai reçu un message à l'instant qui me dit que Emmanuel Jafflin ne pourra aider Nôtres ce soir. Il est tellement pris dans les bouchons que finalement il préfère ne pas venir parce qu'il ne pourra pas venir tout simplement. Donc Charles, ce sera une émission seulement avec vous. Donc nous allons vraiment discuter de l'entreprise, de l'entrepreneur et pas forcément avec le philosophe et l'enseignant. En revanche, continuez à poser vos questions déjà à Charles Kloboukov et pourquoi pas également à Emmanuel Jafflin puisque nous lui poserons les questions que vous lui avez posées, nous lui poserons pendant le Parlement les 5 et 6 novembre prochains. Donc continuez d'écrire vos questions. Une question de plus vert, une question: comment lutter contre cette image caricaturale et négative du patron voyou qui envoie énormément de clichés autour du métier. Mais c'est vrai qu'on vit avec ça en France. Le patron est soit le Dieu tout-puissant, celui qui sait tout faire, qui a réussi, qui arrive à maîtriser une organisation, qui est riche et puissant, soit il est diabolique. Il a un comportement dicté par un ego surdimensionné. Il est également à la recherche du profit maximum, quelquefois au détriment des salariés. On navigue entre cette caricature, ces deux extrêmes. Moi, je suis convaincu, et je veux faire partager cette idée-là, que l'entrepreneur est avant tout un citoyen, un homme parmi les autres, et que ce sentiment de citoyenneté, justement, il peut transparaître à travers le statut d'entrepreneur et à travers le fait de gérer une organisation économique. Il faut accepter l'idée que l'entreprise est une organisation économique qui est faite pour gagner de l'argent. Voilà. Et on l'assume. Les anglo-saxons, ils s'en cachent pas, au contraire, ils s'en prévalent. Et ils font de la réussite quelque chose d'assez exemplaire, finalement. Surtout lorsque les parcours sont assez tortueux. Chez nous, en France, la réussite est quelquefois montrée du doigt. Alors, effectivement, peut-on être sain, entre guillemets, de corps et d'esprit, et réussir et gagner de l'argent? C'est finalement la condition qui est posée. Si on veut avoir une contribution sociétale, être un entrepreneur d'avenir, peut-on réellement assumer cette ambition-là sans avoir une performance économique? C'est la base de mon raisonnement. Moi, je considère que l'entrepreneur d'avenir est celui qui considère que la performance économique de l'entreprise est une contrainte. Ça chamboule un petit peu les idées reçues, mais au moins, on peut se dire qu'à partir du moment où on assume ça, on met cette réussite au service d'un autre sens. Et là, on peut faire des investissements de long terme. Si je gagne sur le court terme, je peux investir dans mon entreprise, dans des matériaux durables, dans des énergies renouvelables, dans une politique sociale de long terme. Et je peux avoir des contributions extra-économiques dans le domaine sociétal, faire du mécénat environnemental, faire du mécénat culturel ou sportif, du sponsoring. Et tout ça, ce sont des contributions positives qui permettent de décloisonner le monde de l'entreprise avec les associations, avec les ONG, avec les penseurs. Et je pense qu'effectivement, on vit encore dans un modèle un peu caricatural. D'un côté les cités, de l'autre côté les centres commerciaux, et puis ici les entrepreneurs. Il faut, je crois, reconsidérer la chose et dire que nous avons tous effectivement de l'interaction à créer, à générer, et que c'est peut-être comme ça qu'on va réapprendre effectivement à recréer du lien entre les différents pans de la société et de ne pas opposer les syndicats aux patrons, mais au contraire de créer du dialogue social au sens large du terme. De travailler ensemble et l'entrepreneur est réellement acteur de la cité. Voilà, absolument. Et là, on peut effectivement peut-être le remettre simplement dans une contribution d'un citoyen qui est patron d'une organisation économique et qui a une responsabilité à assumer. Albert, sur le chat, nous demande, c'est quoi la performance pour vous ? L'idéal, c'est de penser performance globale, évidemment. Donc, encore une fois, quand on voit les piliers du développement durable, on parle d'économie, de social et d'environnemental. Alors, en ce qui me concerne, je suis un petit peu subjectif puisque j'ai créé une entreprise dans les produits bio. On fait 93% de nos achats de matières premières qui sont certifiés bio. Donc, je place la cause environnementale
à un rang très élevé par rapport à la plupart des entreprises. Et dès le début. C'était une notion encore pas forcément très à la mode. Oui, pourquoi? Parce que moi, j'ai un parti pris que j'assume. J'ai grandi avec l'idée qu'il valait mieux vivre en harmonie avec son milieu que de négliger son environnement et d'avoir recours, entre guillemets, à de l'allopathie ou à des thérapies pour pouvoir rééquilibrer. Donc c'est une approche un petit peu plus holistique et je considère que même si ce n'est pas évident au premier abord, c'est en créant un environnement favorable qu'on va pouvoir placer son entreprise, ses collaborateurs, ses fournisseurs, ses clients dans des dispositions qui seront positives pour l'avenir. Et que si on crée du lien favorable à l'environnement, de la biodiversité notamment, le respect de la flore, de la faune, ne pas avoir une trace carbone, un bilan carbone trop négatif, être vigilant sur tous ces aspects-là, on va avoir une contribution positive. Celle-là, elle ne sera pas prise en compte à court terme, peut-être par les acteurs économiques, mais sur le long terme, oui, certainement. Parce que c'est dans la durée qu'effectivement on reconnaîtra que cette démarche n'est pas forcément intéressée, puisqu'elle ne génère pas de retour sur investissement à court terme, mais par contre, elle peut être vertueuse sur de nombreux aspects, à la fois parce qu'elle va générer du retour sur investissement à long terme, souvent au-delà de 12-15 ans. On en revient à ce que l'on disait tout à l'heure, mais également parce qu'elle va développer le sentiment d'appartenance. À partir du moment où on fait des choix qui sont justes sur le long terme, ça crée une vraie force, un vrai ciment dans les énergies qui sont cristallisées autour de l'entreprise. Et évidemment, ça réduit le turnover, ça décuple la motivation et ça crée des énergies positives qui rassemblent. Pour cela, il faut que l'entrepreneur plutôt, ait une culture, encore une fois, de long terme, et une culture d'investissement, une culture globale, plutôt qu'avoir une culture de la rentabilité. C'est toujours le débat. Peut-on vraiment avoir cette culture de long terme si on n'a pas une rentabilité à court terme? Donc moi, je préfère poser le débat en ces termes-là. Faisons en sorte d'être rentable sur le court terme pour pouvoir financer cet investissement. Mais ayons le parti pris de dire que nous devons avoir cette vision de proratiser une grosse partie de ces investissements sur le long terme par rapport aux valeurs et engagements que l'on veut soutenir en tant qu'entrepreneur pour son entreprise et par rapport à ses propres convictions. Donc c'est vrai qu'il faut concilier quelquefois les deux. Et il ne faut pas être utopiste non plus. On ne peut pas négliger totalement le court terme. On a aussi des cycles de relations avec nos clients qui font qu'effectivement on doit être productif, on doit être rentable. Mais entre guillemets, il ne faut pas le considérer comme un objectif absolu et unique. Capiral sur le chat qui vous pose la question suivante. Pensez-vous qu'on parvienne un jour à mesurer la valeur d'une entreprise autrement que par seulement son chiffre d'affaires? Donc toute cette valorisation extra-financière sera-t-elle valable un jour pour un investisseur, une banque, l'État? Je ne sais pas. Alors, si on résume en termes de flux économiques ou financiers, aujourd'hui, peut-être que les avis commencent simplement à changer. Jusqu'à présent, on ne peut pas dire que la notion de bonheur intérieur brut, chère à l'État du Bhoutan, notamment dans un pays lointain qui a cherché un nouveau modèle, soit vraiment prise en compte par des investisseurs qui viendraient apporter des fonds à une entreprise. Aujourd'hui, néanmoins, on sent que les investisseurs sont un petit peu plus attentifs à ça et que cette notion de transparence liée à ces médias émergents qui nous permettent de tout savoir sur tout. On a la possibilité de communiquer en one-to-one pratiquement maintenant avec n'importe qui dans le monde. Et on a la possibilité, grâce à Internet, de savoir d'où vient n'importe quel produit et d'aller voir sur les blogs, sur un certain nombre de sites, de contrôler le bien-être social des collaborateurs, éventuellement les impacts au niveau de la pollution, l'utilisation d'intrants chimiques, voir s'il n'y a pas effectivement de côté pervers dans la manière dont est conçu le produit. Et donc, effectivement, cette transparence, elle permet de commencer à faire avancer cette notion de vertu secondaire qui, aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, n'est pas encore réellement valorisée. Mais moi, je suis quand même très étonné lorsque je parle avec des étudiants, avec mes neveux, mes nièces. J'ai 50 ans, mais je parle de la génération des 25-30, de la génération Y. À quel point leur engagement aujourd'hui est pris en compte dans leur choix de carrière. Ils ont envie d'une appartenance à une entreprise.
Évidemment, il y a toujours des objectifs de rémunération brute annuelle, il y a toujours des contraintes économiques, il y a toujours des goûts pour des produits. Mais quelque part aujourd'hui, la considération de la chose sociale et environnementale rentre comme un facteur de choix essentiel. Et je ne suis pas persuadé que finalement, on est dans les années à venir autant de changements de cap que ce qu'on en a connu dans les carrières des gens qui ont travaillé dans les années 60 à 2000, où on voyait régulièrement des gens changer de boîte tous les 2-3 ans. Ouais, ouais. Je crois qu'aujourd'hui, on va peut-être commencer à prendre en compte, grâce à cette politique de long terme, grâce à ces vertus secondaires non révélées, des vrais facteurs d'attachement à des entreprises. Alors on y revient, familiales quelquefois, ou simplement des entreprises qui affichent des valeurs ou des modes de fonctionnement. Il y a des bénéfices secondaires qui sont vraiment intrinsèques aux collaborateurs. J'ai par exemple pris l'initiative dans notre entreprise, il y a quelques années, de mettre en place la distribution de produits frais sous forme notamment de fruits bio libres à consommer toute la journée. Pourquoi ? Parce que tout le monde nous disait manger 5 fruits et légumes par jour. Alors, 5 fruits et légumes, le soir, ça fait beaucoup. Et finalement, au petit déjeuner, il y en a assez peu qui en consomment. Et dans la journée de travail, on n'a pas beaucoup l'occasion. Donc je me suis dit, effectivement, on passe finalement la moitié au moins de notre temps éveillé au travail. Ne pourrait-on pas consommer au moins 2 fruits dans la journée ? Alors, c'est pas grand-chose. Hein. Oui, mais ce sont des petites actions mises bout à bout. C'est 2-3 tonnes par mois. Donc, à l'échelle de notre entreprise, ça représente un budget de 50-60 000 euros sur un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros. C'est pas grand-chose. Mais c'est une contribution positive et secondaire pour les collaborateurs qui finalement, y voient une vraie valeur complémentaire. Voilà, ça peut être des endroits de convivialité. On parle beaucoup de l'esprit des startups qui créent des conditions de bien-être social pour développer l'appartenance et la motivation. Alors les entreprises du net. Sentez-vous que quand les nouveaux collaborateurs arrivent, vous sentez vraiment qu'ils rejoignent le groupe également pour ce que ça représente. Tout ce qui peut... Au-delà du métier, au-delà du salaire, au-delà de tout ça. Clairement, je crois beaucoup que les entreprises du numérique, notamment, ont beaucoup cultivé ce côté-là avec des jeux, des espaces de convivialité, des baby-foot, des choses qui paraissaient un petit peu déstructurées ou déstructurantes pour l'entreprise. Alors évidemment, après, il faut qu'elle soit accessible dans une certaine limite, entre guillemets, de discipline. Mais voilà, nous, on a également ce type de processus. Et je pense que c'est positif de pouvoir pratiquer du yoga, d'avoir une salle zen, d'avoir des espaces de convivialité, de faire des repas à thème ensemble. Ça permet l'intégration des collaborateurs d'une bien meilleure façon. Et surtout de ne pas résumer la relation à l'entreprise à une relation au travail et une relation de production. Évidemment, cette relation du travail et cette relation pécuniaire est importante, mais l'entreprise doit apporter beaucoup plus de sens que cela. On passe tellement de temps dans l'entreprise qu'on ne peut pas se contenter juste de travailler pour un salaire, en gros. C'est la base, mais doit-on en rester là ? Vous venez de répondre en fait à la question de Lucas Tollen, qui est ce soir derrière son écran. Que pensez-vous des actions comme « J'aime mon entreprise » ? À quoi servent-elles ? Je crois que vous venez d'y répondre. Elles permettent peut-être d'exprimer des choses positives parce que, voilà, donc hier soir, j'entendais Pierre Gattaz qui prenait la parole pour le MEDEF et qui disait, qui répondait à une question par rapport au statut de l'entrepreneur et l'image de l'économie et des entreprises en France, qui est, on l'a vu, un petit peu écornée, bien que ça commence à changer. Hein. On a pris en compte quand même à quel point les entreprises françaises avaient un rôle moteur à jouer dans le redressement de l'économie et qu'on ne pouvait pas uniquement se laisser entraîner par ce qui allait se passer hors des frontières. Donc à partir de là, on considère quand même que les entrepreneurs et les économies, les entreprises ont un vrai rôle moteur à jouer. Et il disait effectivement, nous aussi, entrepreneurs et entreprises, on a besoin d'être aimés. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas oublier que l'entreprise est une personne morale sur le plan juridique, mais que c'est une personne qui vit, qui a son propre cycle de développement. Donc, pour notre part, on est une entreprise de 20 ans, donc on a traversé notre petite enfance, notre adolescence. Mais quand on est entrepreneur, on nous parle, quand on crée notre entreprise, de ces fameux cycles des 2-3 premières années, de la barrière des 5 ans à passer, etc. Ça correspond aussi à des étapes d'émancipation. Et je pense qu'il faut considérer l'entreprise comme un être, entre guillemets, un petit peu global, et que chaque collaborateur ou chaque partie prenante fait partie de cette organisation et a
un vrai rôle, une vraie contribution positive à jouer. Et pour que cette contribution soit positive, il faut que l'entreprise se mette dans des bonnes dispositions pour permettre d'exprimer cela. Une question d'Antoine sur la compétitivité. Qu'est-ce que la compétitivité à l'heure de l'entreprise bienveillante et durable? Qu'est-ce que la compétitivité en 2013? La compétitivité, ça se résume souvent, effectivement, on part de marché et à la rentabilité et aux perspectives de croissance. Avec le groupe Léa Nature, vous êtes obligé de continuer à croître, bien sûr. Vous avez d'ailleurs des beaux objectifs pour 2020. Oui. Vous êtes obligé de voir long terme. Mais est-ce que c'est de la compétitivité? Est-ce que vous êtes obligé, du coup, quand même de... Vous devez vous battre face à des concurrents? Comment faire pour rester fidèle à ses valeurs, à son éthique? Oui, je crois qu'effectivement, là aussi, on a peut-être tendance à prendre le problème à l'envers et de dire que la compétitivité se mesure par des chiffres. Je pense que les chiffres ne sont pas l'objectif, mais sont la conséquence, effectivement, de la stratégie que l'on peut mener sur le long terme pour l'entreprise et qui va être mesurée de manière séquentielle, année après année. Donc la compétitivité, c'est, selon moi, quand même une capacité à nourrir de manière opérationnelle une stratégie qui a été validée, qui est souvent le fait de la vision du chef d'entreprise ou de son comité de direction ou de son pôle d'actionnaires. Après, il faut qu'elle soit en cohérence par rapport à la politique que l'on veut mener. Je crois qu'on a souvent tendance à vouloir réagir plutôt que proagir. Et c'est vrai que cette notion de rapport à la concurrence est implicite dans le terme compétitivité. On est souvent tenté, parce que nos commerciaux nous le demandent, nos acheteurs nous le demandent, notre marketing nous le demande, de faire la même chose que les concurrents, de dire ça marche, il faut le faire aussi. Eh bien, je crois que la compétitivité, ce n'est pas rentrer en guerre contre les concurrents. Je crois que c'est apporter une valeur additionnelle au marché. Et donc, c'est ça qui est important, c'est d'avoir une contribution positive dans la durée et différente. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on commence à parler de cette notion de croissance, de plafonnement de la croissance, de dire effectivement jusqu'où l'explosion de la consommation des biens matériels. Alors on ne pourra pas l'apporter quantitativement jusqu'à un développement infini, donc il va falloir arbitrer. Et finalement, qu'est-ce qui va permettre de développer la compétitivité? C'est probablement la capacité à nourrir une nouvelle vision de la manière de consommer, une nouvelle plus-value. Aujourd'hui, c'est vrai que dans la période de crise que l'on connaît, on voit que les entreprises peut-être qui s'en tirent le mieux, qui auraient donc peut-être la meilleure compétitivité, c'est celles qui vont soit satisfaire à un ensemble de services ou de biens d'une qualité assez exceptionnelle ou précurseur, et se positionner, entre guillemets, au-delà des attentes du consommateur. Donc finalement, lui faire dépenser ce qu'il n'a pas prévu. Et surtout, que ça ne soit pas du superflu, qu'il ait une vraie satisfaction en retour. Et ça, c'est le positionnement premium, ou plutôt haut de gamme. Et on le voit notamment, par exemple, dans l'industrie automobile allemande, ou dans l'aéronautique, y compris française. Ou alors, peut-être les entreprises qui, elles, arrivent à satisfaire au plus juste, en fonction des contraintes économiques de leurs clients, des besoins primaires à un prix extrêmement raisonnable. Et finalement, la compétitivité des entreprises intermédiaires qui sont dans le compromis, dans le consensus un petit peu mou, souffre terriblement parce que finalement, la vision de ce qui est apporté au consommateur ne se traduit pas par un bénéfice perceptible. Et donc, c'est peut-être ça, la notion de compétitivité, c'est le bénéfice perçu par le consommateur et imaginé par la vision de l'entrepreneur. Et là encore, c'est ne pas forcément imaginer le marché, la vie, l'entreprise comme un terrain de guerre, une guerre permanente. Ça, c'est vrai qu'on a, nous les hommes, je me mets dedans, à faire notre révolution. La société nous a amenés depuis fort longtemps à aller chasser, à défendre les intérêts du cercle familial, puis d'une communauté. Et donc, de rivalité en rivalité, l'ego des hommes s'est atrophié, peut-être au détriment d'une partie du cerveau, du cortex des femmes un peu plus développé. Et aujourd'hui, si les femmes n'apparaissent pas dans l'économie, assez peu souvent, elles sont représentées, mais elles sont assez peu souvent à la tête des organisations économiques, elles jouent un rôle d'influence considérable qui mériterait d'être mieux considéré et d'être plus pris en compte pour éviter effectivement ces conflits d'intérêts qui finalement ne servent
pas en général dans la durée l'intérêt du consommateur. C'est l'excès de compétitivité ou de guerre va conduire évidemment à court terme à une réduction du prix, mais à moyen terme à une forte dégradation de la qualité des produits et à la destruction de quelques organisations économiques. Et c'est une fois que effectivement ceux qui auront survécu auront réussi peut-être à passer ce cap-là qu'ils vont pouvoir remener une politique de qualité plus durable. Donc cette valeur guerrière dans l'économie me semble effectivement un petit peu destructrice. Il faudrait remettre sans doute un petit peu de finesse féminine. Sans doute. Question de Marie-Hélène, justement, Marie-Hélène de Paris. Comment faire évoluer les relations fournisseurs grande distribution? Ah, vaste sujet. Vous connaissez bien. Écoutez, oui, c'est souvent un sujet de polémique pour nous qui prônons des valeurs de développement durable, d'authenticité, de structuration de filières, de qualité, de plus-value ancrée sur les territoires, de dire comment vous pouvez travailler avec la grande distribution et défendre ces valeurs-là. C'est vrai que c'est un combat permanent pour faire prendre en compte cette valorisation de démarche. Donc c'est vrai que ça nous oblige à avoir une compétitivité, un rapport qualité-prix très bien encadré, à formuler des exigences d'accessibilité. Ce n'est pas pour autant qu'on doit renoncer. Maintenant, la question est vraiment dans la perception de la différenciation qu'on va pouvoir avoir. Voilà, si nous proposons effectivement un produit qu'une marque distributeur, parce que c'est souvent, entre guillemets, l'arme brandie par la grande distribution pour réduire, entre guillemets, la marge de manœuvre des marques nationales ou pour contrebalancer le pouvoir de négociation, c'est effectivement de dire est-ce qu'on est capable d'amener assez de contenu perceptible pour le consommateur pour qu'il ait envie d'acheter notre produit. Alors c'est un contenu évidemment organoleptique, il faut que le produit soit bon, il faut que son emballage soit vertueux, donc on s'attache par exemple à faire des emballages compostables, c'est le cas de nos infusions jardin bio où on peut les mettre entièrement au jardin, c'est 100% biodégradable, mais c'est un contenu social, c'est éventuellement soutenir les petits producteurs, mais avoir des espèces variétales de qualité. Donc c'est un ensemble de paramètres du mix produit. Voilà. Autour du produit. Exactement, c'est tout ce faisceau d'immatériel, mais c'est aussi une perception sensorielle ou nutritionnelle que l'on peut avoir sur le produit. Mais effectivement, c'est ajouter de la plus-value sur toutes les composantes du mix produit pour qu'au total, on ait vraiment une légitimité à se positionner de manière attractive vis-à-vis du consommateur, même s'il existe un produit moins cher. Et vous avez vu un réel impact chez le consommateur de vos combats contre les OGM, contre les pesticides, pour les abeilles? Vous avez vu un vrai impact? Alors, on peut dire qu'effectivement, les études Shopper, des études consommateurs que l'on a commanditées ces derniers mois, ont fait apparaître chez les consommateurs de produits naturels et bio engagés une très grosse fidélité à notre marque. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, la perception de nos combats, de nos engagements, de nos valeurs, permet de fidéliser. Il n'est pas sûr qu'elles permettent de conquérir des clients potentiels qui n'ont pas encore cette sensibilité-là. Donc c'est peut-être là qu'il faut savoir agir de manière différente dans les stratégies de marketing ou de communication, au-delà des engagements et des valeurs, de manière un petit peu subtile en fonction de la pénétration du marché dans les foyers. On a des consommateurs réguliers, très engagés, il y a des consommateurs zappeurs, il y a des consommateurs curieux, il y a des consommateurs qui sont encore un petit peu réfractaires. Et on ne peut pas avoir un langage unique. Donc à nous, effectivement, de nous adapter à cette situation. Mais je crois que ceci est vrai un petit peu pour tous les types d'entreprises. Oui. Question de Namur sur le chat. Monsieur Kloboukov, quel conseil donnez-vous à de jeunes entrepreneurs? Ça, c'est une question, j'imagine, que vous avez assez souvent. Je suis jeune entrepreneur, qu'est-ce que je dois faire pour rester vertueux pendant 20 ans au moins? Écoutez, faut tout répondre, en gagnant de l'argent et en ayant pas peur. Je réponds avec un peu de simplicité et d'humilité dans mon livre, en donnant une vingtaine de petits conseils.
je peux en extraire 2 ou 3 qui concernent les premiers pas de l'entrepreneur et particulièrement celui qui veut rester indépendant. Et là, je fais une nuance parce que c'est vrai qu'on peut effectivement rapidement, avec un projet clairvoyant, bien identifié, lever des fonds, avoir un business model très spectaculaire, mais en général, il est assez rare qu'il permette d'acquérir l'autonomie pour pouvoir rester indépendant. Donc, ce modèle-là, entre guillemets, n'est peut-être pas celui que je vais promouvoir en premier, mais il a aussi évidemment ses vertus parce qu'il permet d'ouvrir des brèches et de créer des vrais nouveaux marchés. Je pense qu'un des premiers petits conseils que je donne, c'est, au-delà de ce que je dis, insister sur la notion de passer de l'intuition individuelle à l'intelligence collective, c'est de se concentrer sur une niche à valeur ajoutée. Voilà. Pourquoi ? Donc, c'est pas se tromper de marché, quoi. Oui, bien identifier sur quoi on va créer de la valeur pour le consommateur et pour le marché. Et essayer de se focaliser un petit peu là-dessus, parce qu'on est vite tenté de se disperser, de courir plusieurs lièvres. Et je crois que ça permet de forger le socle de l'indépendance. Voilà. En ce qui nous concerne, même si aujourd'hui nous faisons beaucoup d'alimentaire bio, qui est un produit plutôt de masse, on a beaucoup cultivé le marché de la phytothérapie, de l'aromathérapie, de la cosmétique naturelle, qui étaient des produits qui nécessitaient de la recherche, mais qui permettaient d'avoir quand même de la valeur ajoutée et de défendre le discours de marque. Et surtout, au fur et à mesure que l'entreprise se développait, de lui permettre de financer, d'autofinancer son développement. Et donc, il faut bien appréhender effectivement le besoin d'autofinancement de l'entreprise et sa capacité à maîtriser son cash flow. Donc ça, je pense que c'est un petit conseil qui est souvent utile. Surtout pas se tromper sur l'idée de départ. Ouais. Oui, et pas se disperser, éviter de se disperser trop vite. Donc bien se connaître. Parce que le succès fait que on est tenté d'aller aborder de nouveaux marchés. Ça marche là, je vais en faire un autre. Et je pense que c'est important de le faire. Mais à un moment donné où on a déjà suffisamment bien développé, entre guillemets, sa première niche. Un deuxième petit conseil, c'est évidemment engranger. Entre la cigale et la fourmi, à vous de choisir, mais je crois qu'il est important, quand on est entrepreneur, de se constituer effectivement un fonds de réserve. La fiscalité nous y aide, puisque en général, on est épargné fiscalement sur les premières années, et tout ce qui est réinvesti reste dans l'entreprise. Au moins au début. Voilà, au moins au début, les 5 premières années de manière dégressive, pas progressive. Et donc, c'est important de constituer ce matelas, qui est à la fois un matelas de confiance vis-à-vis des partenaires, qu'ils soient banquiers, qu'ils soient fournisseurs ou autres, de dire, voilà, j'ai quelqu'un qui est performant, mais qui est raisonnable dans la gestion de ses fonds. Et effectivement, ça va permettre aussi d'acquérir une capacité de résistance pour passer les premières crises. Parce que forcément, il arrive tôt ou tard une première crise. Elles sont inévitables ? Écoutez, on peut croire au conte de fées, il y en a quelques-uns, mais voilà, pour notre part, nous avons 20 ans et nous avons passé 2 crises, une au bout de 7-8 ans, une au bout de 14-15 ans. Et elles ont été plus ou moins courtes. Oui, bon, alors là, bon, chacun a sa propre lecture des événements, mais oui, je crois qu'on peut mettre un peu d'humanité dans les cycles de développement de l'entreprise. Il ne faut pas oublier que les entreprises sont gouvernées par des hommes et qu'on a aussi une capacité peut-être à pousser avec toute notre énergie des projets, et puis à un moment donné peut-être se relâcher un petit peu, profiter un petit peu de la situation, et puis voilà, à un moment donné il faut resserrer les boulons, se remettre au travail, et donc à moins d'avoir effectivement son parfait alter ego et de dire quand je pars en vacances ou quand j'ai un moment de faiblesse, il y a quelqu'un qui prend en permanence effectivement la suite, il faut reconnaître qu'effectivement il arrivera tôt ou tard un moment difficile, et vaut mieux y être préparé. Oui, et dans la vingtaine de conseils effectivement qui est à la fin du livre, juste avant la postface d'Isabelle Autissier, il y en a un moi qui m'a interpellé particulièrement, c'est qu'il faut savoir s'entourer. S'entourer donc de collaborateurs, mais ça veut dire, ça nous renvoie toujours à l'image de bien se connaître, pour bien savoir ses compétences, bien appréhender ses compétences et surtout bien appréhender non pas ses incompétences, mais les compétences qu'on a moins facile. Ça, c'est fondamental. C'est fondamental et ça, c'est effectivement une démarche profondément intime et humaniste. Hein. Je crois que il n'est pas faux qu'il faut avoir un ego un peu développé pour être entrepreneur parce que c'est aussi une arme, entre guillemets, pour résister à certaines pressions, pour acquérir la confiance et la légitimité, avoir le poids dans un certain nombre de décisions.
mais attention à ce que l'ego ne se surdimensionne pas et ne devienne pas un diktat qui empêche l'écoute, non seulement des autres, mais sa propre écoute. Et c'est vrai que Mathieu Ricard, dans le dernier livre qui vient de paraître, écrit à quatre mains avec Pierre Rabhi et deux autres éminents écrivains, parle de cultiver ce sentiment d'intériorité. Ouais. Et je pense que c'est infiniment important. Pour ma part, je suis en chemin également là-dedans. Et moi, je travaille beaucoup sur cette notion d'altérité, de rapport aux autres et au monde qu'effectivement l'entreprise doit cultiver ou que les êtres humains cultivent. Et c'est vrai qu'on ne peut pas cultiver son altérité sans avoir travaillé sur son intériorité. Il faut effectivement avoir une bonne connaissance de soi, y compris de ses faiblesses, pour pouvoir effectivement apporter les solutions adéquates qui vont permettre d'avoir une organisation performante. Et donc, il faut avoir conscience de ses faiblesses. Et après, il y a l'entourage. L'entourage est important, il faut savoir le ménager, le rassurer et puis se faire encourager aussi. Quand même. Et le faire évoluer, parce que là aussi, au fur et à mesure qu'une entreprise grandit, une organisation est toujours tentée par la fidélité, la reconnaissance, la bienveillance de ceux qui nous ont accompagnés, qui nous ont permis de réussir tous ensemble un beau projet d'entreprise, de leur garder une belle place indéfiniment. Or, il faut aussi essayer de voir comment eux peuvent évoluer dans l'organisation, s'épanouir, mais sans pénaliser l'organisation si demain ils n'auront plus peut-être l'ensemble des compétences nécessaires à une organisation qui aura changé de taille. Donc je pense que c'est une question d'écoute mutuelle, effectivement, et d'ajustement permanent pour privilégier toujours l'organisation collective au détriment des égos. Voilà, tout en ayant la considération maximum et la reconnaissance nécessaire vis-à-vis de tous ceux qui participent à la réussite collective. En parlant de collectif, il y a Corinne derrière son écran sur le chat qui vous propose de rentrer en politique. La politique ne vous tente pas ? Vous êtes un acteur de votre monde. Au bout de 20 ans, vous êtes à la tête d'un groupe qui marche bien, qui va marcher de mieux en mieux. Est-ce que d'autres aventures ne vous tenteraient pas, dont l'aventure politique ? Écoutez, j'ai décidé il y a 6 ans, sur la demande du maire de La Rochelle, de rejoindre le conseil municipal et d'accomplir mon devoir civique. Alors, était-ce un devoir politique ? Je ne saurais le dire. Ce que je peux dire, c'est que je l'ai fait comme tout citoyen. C'est le bon moment de le faire. Bon, j'ai un petit garçon, mais mes 3 filles sont plus grandes, donc je peux redonner du temps à la société. Elle m'a permis d'être en situation de réussir. Et la démocratie, si elle doit être participative, il faut bien que chacun nous y jouions effectivement un certain rôle. On m'a confié la délégation des transports à travers la présidence de la régie des transports Rochelais qui gère les bus, qui gère les passeurs et les navettes solaires donc pour traverser le port et faire la navette maritime autour de La Rochelle, les vélos qui sont emblématiques à La Rochelle bien sûr, la gestion des véhicules électriques en libre service et quelques autres services annexes. Ça a été une très bonne expérience parce que j'y ai découvert une entreprise, une régie de 270 salariés à 92 ou 93% syndicalisés. Donc un dialogue permanent. C'était une sorte aussi d'outil de reclassement social. Ouais. C'était aussi une gestion des attributs sociaux que Michel Crépeau avait laissés à cette organisation, qui vivait avec. Et il fallait quand même essayer de la rendre plus compétitive par rapport à Veolia, par rapport à d'autres délégataires qui géraient la 2e ou 3e couronne. Donc ça a été un exercice très intéressant. Et le dialogue social, la façon de penser ensemble l'évolution du service public et une sorte de productivité à travers des ajustements d'organisation ont permis de faire évoluer favorablement cette régie et aujourd'hui de rénover complètement son image au point qu'elle sera peut-être capable de prétendre à une délégation élargie sur un périmètre qui pourrait prendre en compte non plus 270 salariés mais peut-être 400 ou 500. Après, ça, c'était une expérience finalement à mi-chemin entre l'entrepreneur et puis le fonctionnement public pour faire fonctionner une organisation économique au service du public. Sur le système de décision, proprement dit, des conseils municipaux, du conseil communautaire, des systèmes en comité, j'ai découvert quelque chose de très très différent. Et très honnêtement, je suis un petit peu déçu.
Je suis un petit peu déçu que le débat n'ait pas lieu de manière publique, qu'il ait lieu en amont, OK, on doit gouverner avec une majorité qui est clairement établie. Et il faut lui faire confiance et lui conférer du pouvoir. Mais il faut accepter le dialogue et les bonnes idées de la concurrence, entre guillemets. Dans le privé, on ne peut pas. Moi, je n'accepte pas l'idée de dénigrer la concurrence. Je crois qu'il faut accepter que la concurrence soit bonne, soit vertueuse, pour reconnaître soi-même le rôle que l'on a à jouer. Et dans la chose publique, je crois que c'est un petit peu la même chose. Les Français sont fatigués de la politique des coups bas, des pots de banane. Je crois que ce n'est pas très glorieux. Et que finalement, ne pas laisser la parole, ne pas reconnaître les intentions positives des partis minoritaires ou simplement des assemblées minoritaires, parce qu'on est quand même dans les collectivités locales plus éloigné, entre guillemets, des idées géopolitiques. On est plus au service du citoyen, de la commune. On est vraiment dans une relation de proximité. Et donc, du coup, je m'interroge. Et je me dis aujourd'hui, j'ai pensé qu'il valait mieux faire partie d'une majorité que d'une minorité pour influencer la majorité que la contester. Et comme j'ai une forte sensibilité écologique, j'ai accepté de m'inscrire dans cette majorité gauche plurielle sans étiquette. Mais je n'ai pas forcément eu l'impression qu'on ait réellement pesé sur les débats, sur l'orientation économique du port de la Palisse, sur l'environnement périurbain, sur le stockage des hydrocarbures, sur la production d'engrais, etc. Et il y a des choix qui me paraissent pouvoir être controversés, qui ont été faits dans notre ville. Donc j'ai vécu cette expérience, elle n'est pas tout à fait finie puisqu'on va attendre les prochaines élections. Mais elle reste un petit peu mitigée. Mais elle reste un petit peu mitigée. Et je me dis aujourd'hui, c'est dommage que on n'ait pas un fonctionnement qui soit peut-être un petit peu plus populaire dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il faudrait, entre guillemets, qu'on soit plus représentatif de tout le tissu de la société. Quand je vois la constitution des 90 membres du conseil communautaire ou des 48 ou 49 membres du conseil municipal, c'est vrai qu'il y a beaucoup l'éducation nationale, il y a beaucoup de professions libérales, il y a très peu d'entrepreneurs, il y a très peu d'artisans. En fait, les gens qui ont vraiment une vie professionnelle prenante, au sens figuré comme au sens propre, n'ont pas forcément la disponibilité. N'ont pas forcément le temps de s'impliquer dans la vie. C'est difficile parce qu'il faut être libre dans des commissions qui sont programmées à des heures pas compatibles avec un agenda professionnel. Et puis l'ensemble des assemblées ont lieu à 18 heures, ça c'est compatible. Mais on sent bien que si on n'a pas travaillé en amont et participé à un certain nombre de comités, on est un peu mis devant le fait accompli. Donc je pense que là, il y a peut-être une organisation, un ajustement à produire pour que finalement les politiques soient davantage représentatifs de la société. Une autre implication très importante pour vous, et l'émission va bientôt toucher à sa fin, ça fait quasiment 1 heure, une autre implication importante pour vous, comme nous le rappelle Martin, vous adhérez à 1% pour la planète et vous en êtes d'ailleurs le président en France. Quel avenir pour ce projet ? Écoutez, le 1% pour la planète, on parlait d'entrepreneurs d'avenir, je crois que c'est un exemple parfait d'une contribution que l'on peut avoir. Alors évidemment, le 1% pour la planète, il est porté sur la protection de l'environnement, de la biodiversité ou sur des actions de restauration de milieux qui ont été un petit peu saccagés. C'est un impôt volontaire. Je crois que c'est la plus belle chose que l'on puisse offrir quand on est une entreprise, c'est de s'imposer un impôt volontaire au service de la société. Parce que le principe, c'est, rappelons-le, c'est 1% du chiffre d'affaires. Du chiffre d'affaires, alors. Qui est donné à soit de toutes ces marques, de toute l'activité, soit de certaines marques. Pour nous, c'est sur une assiette de 60-70% du chiffre d'affaires, c'est-à-dire toutes les marques bio. Ça représente une contribution positive. Alors, le 1% pour la planète, le 1% pour le handicap, le 1% pour l'enfance, le 1% pour ce que l'on voudra. Mais c'est vrai que plutôt que d'être soumis à une pression fiscale et d'exorciser un petit peu l'entreprise en lui disant « tu dois avoir une contribution », pourquoi on n'aurait pas une fiscalité qui serait positive et qui encouragerait ? Et pourquoi on ne déplafonnerait pas ? Choisir son investissement, choisir son impôt, là où on veut que ça aille. Voilà, alors il faut le dire aux entrepreneurs. Le 1%, entre guillemets, pour la planète, il ne coûte pas exactement 1%, puisqu'on peut défiscaliser une partie.
du mécénat environnemental, comme culturel ou autre, à condition qu'ils correspondent évidemment à des règles de pratique qui sont clairement fixées. On peut ramener ça entre 50 et 70% du coût. Donc 1% pour la planète, ça peut coûter 0,5 à 0,7% du chiffre d'affaires. Et peu importe la taille de l'entreprise. Et peu importe la taille de l'entreprise. Petite, grande. Quand on est rentré en 2007 dans ce mouvement, on était 13 en France. Voilà, aujourd'hui, on a dépassé les 100, on est plus de 300 en Europe et on est 500 dans le monde. Et c'est un mouvement qui est appelé à prendre de l'ampleur. Et je crois que là, on peut en appeler à la responsabilité, à la citoyenneté des entrepreneurs qui s'engagent sur cette cause-là ou sur une autre. Montrer que l'entreprise est capable d'interagir directement de manière volontaire pour avoir une vraie contribution sociétale ou environnementale, c'est un signe positif. Et c'est bien la preuve que les entrepreneurs sont avant tout des hommes responsables et conscients des enjeux futurs. Et qui sont vraiment acteurs, Ouais. citoyens acteurs. Bon, c'est la tradition, c'est déjà fini, c'est la tradition, donc vous avez le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on peut dire, à part rendez-vous le 5 et 6 novembre au CESE à Paris, qu'est-ce qu'on peut dire aux entrepreneurs d'avenir qui nous regardent ce soir? Eh bien, je crois qu'on peut se dire ensemble que nous avons beaucoup de choses à échanger. Le métier de chef d'entreprise, c'est un métier qui isole énormément. On est tout le temps dans le doute, face à des contraintes, face à des problèmes, à des situations de stress, des conflits d'intérêts, de la négociation. Et c'est vrai que ces mouvements citoyens d'entrepreneurs, au-delà de ce qu'ils peuvent porter comme sens, ont aussi cette vertu de nous permettre de créer des zones d'interaction, de compréhension mutuelle, de partager des expériences. Et ça, c'est extrêmement précieux parce que c'est très enrichissant de se nourrir de l'expérience des autres. Moi, j'ai eu l'envie d'écrire ce livre, Itinéraire d'un entrepreneur engagé, parce que j'étais inspiré. J'ai adoré lire un certain nombre d'ouvrages que je cite en annexe sur le parcours d'entrepreneurs. Il y en a pas mal. Oui, qui ont créé leur entreprise et qui ont expliqué de manière très humaine comment ils ont fait les difficultés. Et quand j'ai lu notamment, il y en a un qui me vient à l'esprit, de François Dalle, qui a été un des pères de L'Oréal, ces histoires de savonnerie, de shampoing, mais quand on voit de quoi on est parti, d'une petite histoire d'un homme, bon, aujourd'hui c'est devenu évidemment une multinationale, ça paraît colossal, mais l'avenir appartient aux audacieux et à ceux qui sont capables de partager les expériences et de pouvoir, entre guillemets, capitaliser sur les actions positives et de ne pas répéter les erreurs. Donc la communauté des entrepreneurs que nous pouvons former, que ce soit dans le CJD, que ce soit dans l'APM, que ce soit dans différents mouvements d'entrepreneurs, c'est extrêmement précieux de pouvoir, entre guillemets, casser la spirale dans laquelle l'entrepreneur est enfermé au quotidien ou en relation avec ses collaborateurs. Ensuite, il respire, il a besoin de son milieu familial, il a besoin de faire du sport ou d'assouvir une passion. Mais ce partage d'expérience, c'est tellement précieux. Que voilà, venez, on aura plein de choses à se dire et vous aurez sûrement plein de personnes que vous rencontrerez avec qui vous aurez des choses à partager, que ce soit dans le même secteur d'activité ou dans un autre secteur d'activité. Et Jacques, tout à l'heure, nous disait qu'il y a déjà plus de 1500 entrepreneurs inscrits. Donc ça va être extrêmement représentatif du tissu des entreprises de petite et moyenne taille, les PME, les ETI en France, qui représentent avec l'artisanat quand même la vraie vitalité économique de notre pays et le principal finalement pourvoyeur de nouveaux emplois. On s'apprête à vivre un grand moment, les 5 et 6 novembre au Conseil économique, social et environnemental de Paris. Donc encore une fois, si vous ne pouvez pas venir à Paris durant ces 2 jours, vous pourrez tout suivre en direct, vous pourrez rattraper après les conférences en vidéo bien sûr, vous pourrez poser des questions à tous les intervenants, vous pourrez vivre, vous pourrez ressentir tout ce qu'il se passe. Et puis si vous venez, évidemment, vous pouvez préparer votre venue. Que vous veniez ou que vous ne veniez pas, je vous encourage vivement à vous plonger dans cet itinéraire d'un entrepreneur engagé dont on voit la couverture en ce moment sur l'image, donc de Charles, qui est moi je l'ai lu comme un roman d'aventure, mais finalement on peut le lire comme juste un message d'espoir, un témoignage. Vous l'avez dit, un témoignage. J'ai été très honoré de présenter cette émission de télévision interactive. Merci à tous, merci pour vos questions. Désolé pour évidemment tous ceux qui ont posé des questions dont nous n'avons pas apporté de réponse. Mais le temps fait que
Un chat, c'est 1 heure. Une émission, c'est 1 heure. On se retrouve donc à Paris les 5 et 6 novembre ou sur le site, évidemment. À bientôt. Merci beaucoup, Charles. C'est avec plaisir. Merci.